Bienvenue dans Big Boss, très heureuse de vous retrouver pour ce numéro de rentrée avec un nouveau look, mais avec vous, Paul Gérard. Vous aimez notre nouveau look? Et plutôt sympa, j'attends de le découvrir à fond, mais oui, j'aime bien. Bonjour Marie-Noël. Bonjour, et puis un invité également, Stéphane Sonneville est avec nous. Bonjour, bienvenue dans Big Boss. Vous êtes le Big Boss d'Athénor, un groupe immobilier très très présent à Bruxelles. Promoteur immobilier, vous avez 54 ans, Stéphane Sonneville, vous avez été formé à la Solvay Business School et vous êtes à la tête d'Athénor depuis 12 ans. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à l'immobilier? Parce que c'est pas tout à fait votre seul job, mais pratiquement. Ah, puis-je dire le hasard en fait, puisque je suis rentré dans Athénor qui ne s'appelait pas encore Athénor il y a plus de 25 ans. Et d'abord pour y faire du contrôle financier. Et Athénor s'est orienté petit à petit vers l'immobilier. Et effectivement, au moment où je suis devenu CEO, j'ai vraiment j'ai concentré les activités sur l'immobilier. Donc c'était un peu une histoire. Vous savez, l'histoire, ça se fait au jour le jour en fait. Oui, ça n'a pas de Messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai eu l'occasion de rentrer alors que vous n'étiez pas là dans votre bureau. C'est la séquence dans le bureau du boss qui permet de découvrir un peu plus de votre personnalité. On regarde. Nous voilà donc dans le bureau du boss d'Athénor, un bureau plutôt chaleureux. Et puis comme vous le constatez, même quand le boss n'est pas là, il est là. Une photo originale puisqu'elle est constituée de toutes sortes de petits visages. Qui sont ces personnes? Parmi les objets de déco, on a remarqué une casquette siglée Obama et Trump au fait. Vous en pensez quoi? Un bureau qui est très lumineux et pour cause, vous avez une magnifique vue sur le château de la Hulpe. Ce qui frappe également, ce sont les photos de famille. Il y en a des dizaines jusque sur le mur qui est face à votre bureau. Visiblement, c'est très important pour vous, la famille. Et puis dans votre bureau, il y a forcément aussi des livres d'architecture et d'urbanisme. Et puis ce tableau, des Indiens autour d'un feu, un tableau signé Esteban. C'est un maître que vous appréciez particulièrement? Alors, c'est qui cet Esteban? Esteban, eh bien, en fait, c'est moi. D'accord. C'est moi dans ma partie créative, assez naïf, on l'a vu, et effectivement, tout ce que je peux essayer de créer reste naïf, mais ça me fait beaucoup de bien. Et ma foi, c'est un avantage certain. La peinture, c'est thérapeutique chez vous? La peinture, ça dépend, j'ai des phases, donc pour l'instant, c'est plutôt la musique ou la cuisine, ou en tout cas tout ce qui peut susciter l'enthousiasme. J'y réponds. Et pourquoi Esteban? Ah, Esteban. Eh bien, il y a 20 ans, j'ai fait un voyage initiatique au Pérou et donc j'ai appris l'espagnol. Et là-bas, tout le monde m'appelait Esteban et donc j'ai gardé ça. Stéphane Esteban. Voilà. Et alors, vous êtes fan d'Obama, apparemment. C'est quoi cette casquette? Qu'est-ce qu'elle fait là? Alors, pour la petite histoire, cette casquette, elle date du mois d'août 2008, en fait. Et on était en fait en pleine Obama mania. Alors, je suis plutôt fan des manias, Bon, il y a Macron là, je rentre en plein là-dedans parce que je pense que c'est du souffle nouveau, c'est l'air du temps et je pense que c'est très bien, très porteur de s'inscrire dans des courants comme ça. Est-ce que vous êtes fan de Trump? Alors, je suis fan d'Obama, je suis resté fan d'Obama. Et effectivement, les Américains sont quand même un peuple extraordinaire où il y a le pire et le meilleur. Et c'est inspirant. C'est inspirant parce qu'on doit tout le temps composer tous les jours entre le pire et le meilleur et essayer de trouver une voie du milieu. Et donc voilà, cette casquette est restée là après presque 10 ans parce qu'elle m'inspire dans le sens de trouver la mesure. Et puis il y a cette grande photo de vous là dans votre bureau, là, géante, juste au-dessus de votre tête. En rigolant, vos collaboratrices me disaient « Oui, même quand il n'est pas là, il est là ». C'est quoi cette photo ? Donc ce n'est pas mon initiative, donc c'est mon assistante et la responsable du marketing qui se sont alliés derrière mon dos, comme quoi je ne suis pas sûr qu'un big boss, c'est toujours ce qui se passe dans l'entreprise. Se sont alliés pour fêter mes 25 ans de société et je suis entré dans une réunion, dans une salle et en fait tous mes collaborateurs étaient là et ils avaient fait ce cadeau formidable et donc je l'ai effectivement installé dans mon bureau. Donc les visages, ce sont vos collaborateurs? Ce sont mes collaborateurs en fait qui se sont fait prendre en photo et puis il y a un photographe qui a composé mon visage avec la photo de mes collaborateurs. Voilà. Allez, petit portrait maintenant de votre entreprise. Athénor développe actuellement 18 projets immobiliers dans différentes villes, dont Bruxelles bien sûr qui est un peu votre ville de prédilection. Je vous propose la séquence portrait de l'entreprise. Upside, la plus haute tour résidentielle jamais construite en Belgique. 140 mètres de haut, 251 appartements avec vue sur le canal. La fierté du groupe Athénor.
Un groupe immobilier qui gère actuellement un portefeuille de 18 projets. Sa ville de prédilection, Bruxelles, son quartier préféré, là où se trouvent les institutions européennes. Et juste là, le bâtiment avec du rouge et du jaune, c'est très belle, qui a été rebaptisé le Wilfried Martens, dans lequel le Parlement va s'installer. Nathalie Cahan est ingénieure. Engagée chez Athénor il y a 6 ans, la bruxelloise se considère comme le chef d'orchestre du projet The One. L'un des premiers qui réintègre autant de logements dans le quartier européen. Une tour de 22 étages comprenant 97 appartements de luxe et 30 000 mètres carrés de bureaux. Ce projet-ci, c'est un projet qu'on appelle à risque. Donc Athénor a décidé de le construire. Tant pis, on y va, on fonce, on construit et on commercialise en même temps. Donc côté bureau, effectivement, on ne sait pas, c'est encore une inconnue. Il y a plusieurs pistes qui sont ouvertes, bien entendu, mais il n'y a encore rien de fait, donc ça reste pour le moment très très confidentiel. Côté logement, on a déjà vendu presque la moitié des logements. La construction de bureaux, c'est 62% des projets en développement. Mais Athénor joue de plus en plus la carte du logement, comme ici à Anderlecht. Entre la digue du canal et le boulevard industriel, un tout nouveau quartier est en train de sortir de terre sur plus de 5 hectares. Le fait que Bruxelles soit le capitale de l'Europe, c'est l'élément différenciant. Pendant ce temps, au siège d'Athénor, situé à la Hulpe, on veille au développement des autres fers de lance. L'équivalent de 720 000 mètres carrés. Aux côtés de la directrice de marketing, 37 autres personnes travaillent en coulisses. Ici, nous sommes dans le couloir du département financier qui intervient en fait tout le long de la vie d'un projet, depuis l'analyse de faisabilité avant l'acquisition du terrain, jusqu'à la commercialisation et la vente, que ce soit de nos logements, bureaux ou encore les commerces. À l'autre étage, les chefs de projet prospectent, développent, coordonnent. Aujourd'hui, Athénor est présent évidemment, comme vous l'avez dit, à Bruxelles, au Luxembourg, à Budapest, à Bucarest, à Paris aussi. Et on étudie, on analyse l'opportunité de nous étendre dans d'autres villes éventuellement dans le futur. Le développement d'Athénor en Europe de l'Est est aujourd'hui le plus rentable. Coté en bourse, le promoteur immobilier affiche un résultat net dépassant les 20 millions d'euros. Voilà un portrait d'Athénor. Votre chef de projet, Stéphane Sonneville, disait que le One, ce fameux bâtiment que vous êtes en train de construire, rue de la Loi, c'était pas gagné non plus. Qu'est-ce qui est risqué à ce point dans ce projet? Mais un projet immobilier, c'est prendre des risques. La création de valeur passe par la prise de risque. Donc effectivement, il y a des risques à tout niveau. Il faut quand même d'abord rappeler qu'on a attendu 9 ans pour obtenir le permis, donc ça c'est un vrai risque, un risque urbanistique. Et puis effectivement il y a les risques techniques, le fait de construire une tour est effectivement délicat, il faut beaucoup de compétences. Et puis il y a le risque commercial. Le risque commercial, ça veut dire que nous avons la tradition, nous avons la politique chez Athénor de lancer un projet, on dit à blanc, à risque. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une certaine idée de ce que pourra être. Ce n'est pas prévendu. Voilà, ça c'est vraiment la définition. Alors en ce qui concerne les appartements, on peut les vendre en cours de construction et les bureaux, peuvent être loués en cours de construction ou à la fin. Et les bureaux rue de la Loi, ça se vend pas? Alors, ça se vend extrêmement bien et je peux vous dire qu'il y a déjà beaucoup de candidats acquéreurs. La question est plutôt au niveau de la location. Et là, effectivement, un immeuble se vend nettement mieux quand il est déjà loué et à force, d'autant plus s'il est loué à une institution européenne ou nationale qui est un meilleur débiteur qu'un corporate. Et là, on le sait, il y a un peu un acquéreur mystère. Est-ce que l'Europe est intéressée, a encore besoin de mètres carrés, vous pensez? Alors, je suis certain que l'Europe a besoin de mètres carrés, je dirais de nouveaux mètres carrés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe occupe à Bruxelles à peu près une cinquantaine d'immeubles, mais dont certains, et peut-être une part importante, sont obsolètes. Et donc, l'Europe doit se recentrer dans des immeubles modernes, nouveaux, et notamment pour y implanter les bureaux ouverts, donc effectivement open space, puisque jusqu'à aujourd'hui la Commission a appliqué des bureaux cloisonnés et va vers, maintenant sous des raisons d'économie, va vers des bureaux décloisonnés. Donc, et ça, on ne peut pas le faire dans des anciens bureaux. Donc, il faut regrouper dans des bureaux plus récents. Et donc là, effectivement,
Je pense que la Commission devrait faire un appel à projet dans les mois qui viennent parce que certains baux viennent à échéance. Et c'est là, effectivement, que nous analysons... Non, c'est là qu'on analyse le risque quand on lance un projet et qu'on sait que la construction se terminera, en l'occurrence en 2018, et que ce serait une échéance d'autres baux en cours actuellement. Alors une analyse de risque qui fait que du coup, vous vous penchez un peu plus sur le logement ces dernières années. On voit du côté d'Anderlecht, on a vu City Dogs. Là, c'est du résidentiel en plein. Il y aura aussi une école, une crèche. Oui. On a vu la tour Upside. Alors effectivement, on a commencé en fait le logement en 2006-2007 à Bruxelles très timidement. Et puis on a parlé, vous avez entendu, on nous parlait de croissance démographique importante. Donc les débuts des années 2010, 11, 12, on parlait vraiment de croissance démographique et nous ne sommes pas le seul promoteur à s'être lancé dans le logement. Il y avait une production d'à peu près 3000 logements par an sur Bruxelles et la demande était de 6000. Donc effectivement, plusieurs promoteurs se sont lancés, dont nous. Nous sommes concentrés toujours sur des grands projets et des développements de quartiers entiers, dont Upside, d'où City Dogs, qui sont effectivement des parcelles de plusieurs hectares et que nous restructurons. En fait, nous suivons l'évolution de la vie économique. Vous voyez qu'il sont des entreprises en ce qui concerne par exemple même Upside et City Dogs sont des entreprises industrielles ou semi-industrielles qui ont quitté la région, la ville, et il y a une demande de logement et donc nous restructurons complètement des quartiers en y développant du logement. Est-ce que vous n'êtes pas là un peu trop tôt? Notamment, je pense à la tour Upside. Je pense qu'il reste sur les 250 appartements à peine une quinzaine encore à vendre concrètement. Mais est-ce que après vous vous intéressez au fait que ce bâtiment vit? Et est-ce que là, il n'y a pas un peu une déception? Est-ce que vous n'avez pas été trop tôt avant de la construire? Parce qu'en bas, vous dites je redéploie un quartier. C'était un peu votre souhait avec la tour Upside. Et on le voit, on est encore loin d'avoir redéployé un quartier autour de cette tour. Oui, alors je n'ai certainement pas à être déçu, puisque ce n'est pas un secret, nos comptes sont publiés. Le projet Upside aura contribué à plus de 55 millions de résultats pour Athénor. Donc je pense qu'en termes financiers, le timing était très bon. En termes commerciaux, nous avons vendu non seulement les 250 appartements, effectivement il en reste 11 à vendre, mais nous avons vendu également 108 appartements au pied de ces tours et occupé 30 000 m² de bureaux. Donc effectivement on était un élément moteur pour ce quartier, mais c'est tout à l'honneur d'Athénor et donc je n'ai aucune déception à voir, au contraire. Et puis City Dogs, nous allons effectivement avoir un même rôle de moteur pour un quartier. C'est là que se situe une valeur ajoutée importante d'Athénor et je veux le mettre en avant et continuer dans ce sens-là, bien sûr. Mais vous ne visez pas le même public côté Anderlecht. Alors, voyez le coût, alors effectivement, vous savez, quand on fait du logement à Upside, effectivement, c'est avant-gardiste. Quand on fait du logement Anderlecht, c'est pour les Anderlechtois. Quand on fait du logement, ce que nous faisons avec le projet Palacium, c'est haut de la ville, on le fait pour une population du haut de la ville. On n'a pas une image de luxe, on a une image d'un produit confortable, adapté à la demande. On fait des projets à Ath, on fait des projets à Mons pour les Montois, on a fait un superbe projet à Namur pour les Namurois. Et quand je dis pour les habitants, ça veut dire que les prix sont adaptés au prix de la demande locale. Je vous propose de jeter un œil, Stéphane Sonneville, sur un quotidien que j'aime beaucoup, l'Écho, qui récemment interviewé Hans Martens, c'est le patron du VOCA, qui a fait notamment cette sortie que je vous propose de découvrir. Bruxelles a un énorme potentiel international, surtout depuis le Brexit. C'est navrant, dit-il, de voir le potentiel de cette ville bouillonnante qui n'est pas exploité. Est-ce que c'est aussi un peu votre avis? Bruxelles ne bouge pas aussi bien qu'elle le pourrait? C'est complètement mon avis depuis plusieurs années. Je pense que ce n'est pas depuis le Brexit, depuis plusieurs années. Et heureusement, ce potentiel existe toujours et je me consume chaque jour à vouloir que les choses évoluent pour tirer le meilleur parti, effectivement, mais au profit des habitants, parce que finalement, le promoteur que je représente, on fait du business, ça va, mais quand le bruxellois de cœur que je suis, là, ça fait mal.
Qu'est-ce qui devrait fonctionner mieux selon vous? Hans Martens, dans cette même interview, dit « Bruxelles est un imbroglio complet, on ne sait plus qui s'occupe de quoi, c'est trop compliqué, ça manque de dynamisme ». Est-ce que vous pensez qu'il faut simplifier la façon dont on gère cette ville? Écoutez, je vais répondre à votre question en disant, voilà, depuis quelques années, nous avons des investissements au niveau international. Nous investissons dans certaines villes, ou même en Wallonie, dans certaines, oui, aussi dans certaines villes. Eh bien, on peut faire des analyses SWOT avec les faiblesses, les forces de chaque ville et savoir où il faut investir. Mais le critère qui revient qui revient au-dessus de tout, c'est que nous voulons investir dans les villes où il y a un responsable politique qui a une vision et qui a les moyens de la mettre en œuvre. Il y a certainement eu à Bruxelles, et il y en a encore, des responsables politiques qui ont des visions. Je ne suis pas certain qu'ils ont les moyens de mettre en œuvre. Si vous prenez un programme politique qui a été écrit en 2014, est-ce qu'il a été mis en œuvre avec beaucoup d'énergie, partiellement? Et donc c'est un critère vraiment fondamental, c'est de savoir comment les décisions sont prises, quelle est la fluidité des décisions. Et là, effectivement, et moi je ne vise personne en particulier, je vise ou je parle de la fameuse lasagne institutionnelle bruxelloise, elle ne sert pas les Bruxellois, elle dessert les Bruxellois. Et les promoteurs immobiliers aussi, qui ne savent pas très bien sur quel pied danser. Les promoteurs immobiliers, regardez, pour ne pas parler que d'Athénor, regardez, tous les promoteurs immobiliers vont à l'extérieur. Certains sont présents à Varsovie, pour ne pas à nouveau parler que de ce que nous faisons. Nous sommes effectivement en Europe centrale, à Budapest, à Bucarest. Nous nous installons maintenant à Paris. Les choses sont beaucoup plus fluides. C'est plus rentable et plus rapide là-bas. C'est plus rapide. De fait, en conséquence, c'est sûrement plus rentable. Il y a des risques. Le paradis n'existe pas en immobilier. Hein. Donc il y a de toute façon des risques, il y a de toute façon des complexités. Mais c'est plus fluide. Vous parlez d'une vision. Il y a quand même un maître architecte à Bruxelles, le Bouwmeester. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le rencontrer, mais cette semaine encore, il visait un petit peu les promoteurs immobiliers en disant on prend toujours les mêmes architectes, donc forcément Bruxelles n'est pas non plus la panacée, c'est même, il citait même que c'est un peu le produit blanc sans âme lorsqu'un promoteur immobilier investit dans Bruxelles. Est-ce que ça vous choque ? Alors, je lui donne un peu raison, mais je sais très bien qu'il ne parle pas d'Athénor, puisque nous avons collaboré, nous nous sommes gentiment et professionnellement affrontés pour dessiner justement le projet CityDocs. Nous avons refait certaines choses, et donc je pense qu'il apporte effectivement une volonté nouvelle à Bruxelles. Et je ne peux que le saluer, son travail. Donc ça veut dire que vous allez, à partir d'aujourd'hui, faire des concours d'architecture ou vous prenez toujours les architectes qui vous plaisent à vous? C'est ça le problème aussi. Mais bien sûr, sur CityDocs et sur le projet Victor à la gare du Midi, j'ai marqué mon accord déjà pour faire un concours d'architecture. Bien sûr. Le fameux projet Victor? Pour le fameux projet Victor. Qui n'est toujours pas là. Dont on attend le permis depuis déjà quelques années, en effet. Concours d'architecture, bien volontiers, mais entendons-nous, il y a des équations financières qui sont propres à Bruxelles, pas propres aux promoteurs, et qu'il faudra respecter. Je veux dire par là une équation financière, c'est que les prix sont ce qu'ils sont à Bruxelles. Vous avez les mêmes loyers de bureaux depuis 20 ans à Bruxelles. Ça ne monte pas. Donc on ne sait pas construire comme on construit dans d'autres villes. Donc ça vous empêche l'audace, c'est ça que vous nous dites? Absolument pas. Ça n'empêche pas le bon goût, ça n'empêche pas de réfléchir, de travailler et de sortir des sentiers battus. Mais les nouvelles idées doivent s'inscrire dans une équation financière. Et franchement, je crois que c'est possible. Et c'est ce message-là qu'il faut bien comprendre, et je pense que le maître architecte le comprend parfaitement. Alors ça tombe bien parce qu'on va parler un petit peu chiffres, on va un peu analyser avec Paul les chiffres de votre entreprise. Oui, un petit rappel historique sur 10 ans, voir un peu quelle est la surface, c'est le cas de le dire, pour un promoteur immobilier d'Athénor qui a méchamment augmenté, comme on peut le voir sur ce graphique, puisque vous êtes passé en 10 ans de 185 000 m² développés à plus de 700 000 aujourd'hui. C'est assez... c'est quoi, c'est une x3, x4, pas loin. Mais ça ne s'est pas fait qu'à Bruxelles, ce développement, si on doit l'expliquer, c'est parce que justement vous êtes allé ailleurs. Ça ne s'est pas fait qu'à Bruxelles. Vous noterez, pour parler aux analystes financiers, ça s'est fait gentiment, doucement. Il n'y a pas de pic, il n'y a pas de précipitation. Donc je crois que ça s'est fait au gré du développement de la compétence des équipes. On a aussi des équipes qui ont grandi petit à petit et je salue mes collaborateurs que je trouve tous formidables. Ça s'est fait effectivement en sortant des murs de Bruxelles. Parce que ce n'est pas possible d'attendre
les permis, 9 ans pour The One, d'attendre peut-être 10 ans pour Victor. Ce n'est pas possible quand on gère une entreprise et si on ne la développe pas, on régresse. Il n'y a pas de statu quo. Sur les pays de l'Est, vous vous en sortiriez, pour le dire autrement? Nous sommes d'abord allés à Luxembourg avec un marché qui est une référence en termes justement de gouvernance et de fluidité, un marché qui s'est remarquablement développé au cours de ces 15 dernières années ou 20 dernières années. Donc c'est vraiment exemplaire comme développement. Donc déjà, on a dû, fin des années 90, aller à Luxembourg pour continuer notre développement. Et effectivement, les investissements en Europe centrale ont été réalisés en fin 2008, et puis la crise est arrivée. Et au lieu de partir comme beaucoup l'ont fait, nous sommes restés, nous avons travaillé plus. Et aujourd'hui, nous avons une position de leader sur ces marchés parce que les locaux ont reconnu le fait qu'on était assez. Et aujourd'hui, on continue, évidemment, c'est pour répondre à votre question, donc à on Bruxelles... continue à investir là. Je ne quitte pas Bruxelles, je constate qu'en termes relatifs, Bruxelles a moins de parts dans notre activité. Mais je ne quitte pas Bruxelles, je reste, comme je vous ai répondu tout à l'heure, convaincu du potentiel et brûlant chaque jour que voir ce potentiel émerger. Alors voyons ce que tout ça donne en termes de rentabilité, parce qu'à un moment donné, c'est aussi la ligne du bas qu'on regarde, n'est-ce pas, celle qui compte notamment pour les actionnaires. Eh bien, on voit qu'il y a eu des hauts et des bas par contre, mais que depuis quelques années, c'est en croissance régulière. Là aussi, quel est le point bas? C'est 2010. 2010. Là, on est carrément dans le rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? On était à zéro. On n'était pas tout à fait, on n'était pas dans le rouge. On était à zéro. Mais ce qui s'est passé, la crise économique, ça n'a échappé à personne. Il se fait qu'en immobilier, on a un an de décalage. Donc, puisque les projets s'étalent sur 2-3 ans, le temps de les construire. Et donc, effectivement, la crise, on l'a ressentie en 2010. Et comme je l'ai dit, on y a répondu en travaillant plus. Vous savez ce que ça veut dire, la crise? C'est travailler plus et gagner moins. C'est ça que ça veut dire. Donc, nous, on a travaillé plus, on a gagné moins, mais on en est sorti. Et aujourd'hui, effectivement, on a des perspectives à 2-3 ans qui s'inscrivent dans une croissance des résultats. Et 2017 est assez bien parti, puisque j'ai vu qu'après 6 mois, vous étiez à 16 millions de bénéfices, c'est-à-dire presque autant que 2016 au complet, à peu de choses près. Voilà, donc c'est parti pour faire un carton? Donc les résultats semestriels ne sont pas à faire x2. On n'est pas une entreprise avec des activités comment dire, récurrentes au jour le jour, en tout cas. Donc effectivement, on a une perspective et on fera des résultats au moins équivalent à l'année passée. Je pense qu'ils devraient être légèrement supérieurs à l'année passée. La croissance des résultats, je ne la veux pas précipiter non plus. Vous savez, vous avez vu les graphiques 2007-2008, c'était des résultats énormes, et je peux vous dire que le succès est aussi difficile à gérer que les complications. Et donc, c'est-à-dire qu'une entreprise qui a une année un résultat 4 fois, 5 fois supérieur, est déstabilisé dans ses équilibres. Il y a des attentes qui s'installent, qui ne sont pas tenables. Il y a des perspectives, il y a une ambiance que j'avais dit en 2008, vous savez, on n'est pas des Midas, tout ce qu'on touche ne va pas se transformer en or. Donc c'est compliqué à gérer. Et après la crise, vous savez, tout est cyclique, et spécialement dans l'immobilier. Et donc des résultats très hauts ne sont pas nécessairement faciles à gérer. Maintenant, ce qu'on gère, sans doute, l'âge apporte-t-il plus qu'il ne retire, c'est qu'effectivement il y a une croissance lente qui est plutôt centrée sur le développement de la compétence. Et pour faire cela, il fallait sans doute sortir des frontières de Bruxelles pour aller voir ailleurs, pour aller investir ailleurs, mais au rythme du développement de la compétence des collaborateurs. Et c'est ce rythme-là qui compte, ce n'est pas spécialement le rythme des marchés. Je vous propose une petite image à présent. Regardez dans votre moniteur, on va vous montrer quelques images. À votre avis, on est où là? Regardez bien. Mon Dieu. À mon avis, vous vous y êtes pas promené souvent. Bon, il y a un indice qui va arriver dans un instant. Là, vous commencez à reconnaître ou pas? Près du piétonnier. Le piétonnier. Alors, le piétonnier, vous en pensez quoi, monsieur Sonneville? Bonne chose, mauvaise chose pour Bruxelles? Oh là là, alors... Le oh là là, on dit déjà beaucoup. Oui, peut-être. Oui, je ne vais pas... Alors, je vais faire bref quand même. Bien, parce que je ne vais pas parler du volet politique, mais il faut de l'ambition et prendre une décision
et un peu bousculer les choses, c'est très bien, et tant mieux qu'il y a des personnes pour faire cela. Maintenant, l'énergie qu'il faut pour prendre une décision n'est pas la même énergie que pour la mettre en œuvre. Donc il faut parfois une énergie très, très forte pour dire « je veux », et puis après dire « ouf, on se met à l'écoute et on gère cela ». Et ça, je crois que ce n'est pas bien fait à la fois d'un point de vue local et ce n'est pas bien vu non plus d'un point de vue international. Pourquoi faire le plus grand piétonnier d'Europe quand on n'est pas la plus grande capitale d'Europe? Là, il y a une relation entre le piétonnier et la taille de la ville. Un espace public, pour qu'il ait du sens, il doit être investi, il doit être occupé, sinon ça devient malsain, ça devient anxiogène. Oui, ça devient anxiogène. Donc vouloir faire le plus grand piétonnier dans une ville qui n'est pas la plus grande, je pense qu'il fallait certainement faire un piétonnier, mais il fallait le dimensionner et l'organiser, sûrement pas de manière transversale, mais d'une manière à relier le haut et le bas de la ville, et pas à couper le haut et le bas, ce qui a été fait. Donc, en tant que promoteur, vous pourriez investir là, autour du piétonnier? Ça vous tente? J'ai eu l'occasion, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a trop de questions. Donc, on parlait tout à l'heure comment on lance un projet. On prend des risques, mais on les mesure, ces risques. Et puis sans doute que certains ont une autre analyse des risques et certains ont fait le choix d'investir là. Moi, je ne l'ai pas fait parce que voilà, il faut voir le temps qu'on prend, l'énergie qu'on prend, et puis, in fine, sur quoi ça va déboucher. Je crains qu'il y a des questions économiques. Est-ce que ce piétonnier va fonctionner ou pas? C'est un question mark. Est-ce qu'on aura des permis pour faire des projets ambitieux, puisque c'est notre ADN? Je ne peux pas les attendre encore 10 ans, ce n'est pas possible. Trop de risques. Donc voilà, ce n'est pas l'endroit où nous souhaitons investir à Bruxelles. Comme vous le savez, c'est plutôt des endroits dans le quartier européen, ce que nous avons fait, et nous restons convaincus que la gare du Midi est un lieu extraordinaire pour investir à Bruxelles. Monsieur Sonneville, merci beaucoup. Paul Gérard, merci à vous aussi. Je rappelle qu'on retrouve également l'interview de Monsieur Sonneville dans l'Écho de ce week-end. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Big Boss. À bientôt.